Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net Plus, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir, bienvenue dans le 19e épisode de l'après-ski. Aujourd'hui, on sort un peu des frontières puisqu'on accueille un athlète de France voisine, c'est le descendeur Blaise Guizendaner. Salut Blaise. Salut. Et avec toi, l'une des voix du ski en Suisse romande et ancien entraîneur de l'équipe de France de vitesse, Patrice Morisot. Salut Patrice. Salut. On va évidemment beaucoup parler de ski alpin aujourd'hui. On va revenir sur les courses de week-end. On va parler de comment est perçu le ski en France, justement. Et puis, on commence tout de suite. Ce week-end, il y a eu des courses à Kvitfjell. En Norvège, c'était le circuit féminin qui faisait étape de descente, un super G. Ça s'est pas très bien passé pour les skieurs suisses en descente. Meilleur résultat, Lara Gut, 8e lors de la seconde épreuve. Patrice Morisot, il y a eu 3 podiums suisses seulement en descente cet hiver. Par rapport au circuit masculin qui cartonne, hein, nos descendeurs suisses. C'est un peu la soupe à la grimace, on peut le dire ou pas? Oui, un petit peu. Je crois qu'on attendait plus de cette équipe. On a des problèmes, en tout cas de matériel avec Gizine qui est clairement dedans par rapport aux résultats qu'elle a. Lara fait une bonne saison. Hein. Lara Gut-Berami, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle le dit elle-même, elle fait trop de fautes encore cette année. Par contre, elle est dans le coup, hein, elle est deuxième du général, elle joue le globe clairement en super G. Et puis on a Mallory Blanc hein, qui explose cette année, encore avec un super résultat en super G, top 15. Franchement, maintenant c'est surtout chez les jeunes qu'il va falloir encore travailler encore un petit peu plus fort parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui étaient... on pensait les voir arriver déjà cette année, puis il faudra 1 année ou 2 ans de plus pour avoir une équipe un petit peu plus compacte là, chez les Suissesses. On parle par exemple d'une Delia Dur, tu as mentionné Malo qui arrive. Qu'est-ce qui pousse derrière encore chez les jeunes Suissesses? On voit, même en Coupe d'Europe, hein, cette année, elles ne sont pas exceptionnelles. Donc, il y a un léger trou. On en a déjà parlé avec les slalomeurs suisses. Moi, je suis contre ce système qui a été mis en place de la Coupe du Monde où on enlève des places et puis une Coupe d'Europe qui est pas à sa place. Et quand on est une équipe forte, l'équipe suisse de vitesse était très forte, malheureusement avec les blessés et avec le manque de relève, parce qu'on n'a simplement pas la place en Coupe du Monde pour aller les mettre. Et puis tout d'un coup, on aura 3-4 ans certainement de résultats un petit peu plus mitigés. Mais je crois qu'en Suisse, ce qui se passe maintenant, c'est pas normal. Donc on doit s'attendre aussi à un retour de bâton on l'a vu avec les Autrichiens, hein, quand ils ont dominé comme ça, quelques années après, ça a été un petit peu plus compliqué. Et en Suisse, on aura certainement exactement la même chose. Tu parlais de Lara Gut-Berami qui s'est rattrapée dimanche avec une 2e place. Et d'ailleurs, tu as décidé d'analyser sa toute fin de manche. Patrice, tu nous l'as dit, Lara Gut en descente, elle fait beaucoup de fautes. Par contre, en super G, classe mondiale. Oui, classe mondiale, mais... malheureusement, toujours trop de fautes. Hein. Donc là, j'ai pris, c'est pas vraiment une analyse, mais elle fait une fin de course absolument incroyable. Si la ligne avait été 20 ou 30 mètres plus loin, elle gagnait la course. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que dans pas longtemps, on a eu Shiffrin qui a été cherché 100 victoires en Coupe du Monde. Et Lara Gut-Berami est à 98 podiums. Et pour moi, c'est un truc de fou d'aller chercher 98 podiums. Je crois que Blaise... il connaît le niveau du ski, donc c'est vraiment appuyé là-dessus. Lara Gut-Berami encore fantastique. Et elle a, je crois, 44 points d'avance en Super G, donc elle va certainement aller chercher le globe une nouvelle fois. Une carrière exceptionnelle et on se réjouit de la voir encore pendant 1 année jusqu'aux Jeux Olympiques. Et après, elle aura une retraite bien méritée. Tu parlais de son Super G justement, autant sur les descentes, c'est là qu'elle était un peu en difficulté. Sur le Super G, c'est sur la fin de course qu'elle a fait la différence.
Oui, c'est sur la fin de course. Après, je crois qu'en vitesse, j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans et les plus gros problèmes, c'était la glisse, c'était sa position de recherche de vitesse. Et je crois que vraiment sur les descentes, elle a oublié certaines bases de la vitesse où ses positions ne sont pas excellentes, les skis un petit peu trop écartés, beaucoup sur l'écart. Et je pense que là, ça vaudrait la peine ce printemps de retravailler un tout petit peu sa position de recherche de vitesse. Lors de ce Super G, elle a terminé juste derrière Federica Brignone pour 600e. Il y a Sofia Goggia qui termine sur la 3e marche. Elles sont à la lutte, ces 3 femmes, pour le Grand Globe de Cristal et également dans les disciplines de vitesse. Blaise, tu arrives à faire un pronostic parce que c'est très serré. Moi, je suis pas clair pour moi. Moi, je dirais Fédé parce que j'ai un affect avec elle. Elle est franco-italienne un petit peu pour nous, dans nos cœurs, mais voilà, je pense qu'on a vu ce week-end vraiment des filles qui se livrent et qui vont chercher la limite, surtout sur une piste comme Kitfield qui n'est pas vraiment difficile, où il faut savoir emmener de la vitesse du haut jusqu'en bas. Et moi, je pense que Fédé, elle a joué son jeu, elle a fait des erreurs de vitesse. Lara, elle a fait un peu une manche à l'opposé de Fédé. Elle a été très forte où Fédé était moins forte. Mais c'est clair que sur les profils de piste qui arrivent, avec la tuile aussi notamment, je pense que Federica sera très forte là-bas. Mais après, comme l'a dit Patrice, je pense que Lara, il lui reste plus beaucoup de saisons et elle a envie de finir sur une bonne note. Et je pense que c'est son podium, c'est aussi de quoi marquer l'histoire du ski un peu plus à sa manière. Ouais. De la Norvège, on passe à la Slovénie où les hommes se trouvaient à Kranjska Gora, doublé d'Henrik Kristoffersen en géant et en slalom. En géant, Marco Odermatt est monté sur le 84e podium de sa carrière. Blaise, tu le côtoies souvent, Marco, dans les disciplines de vitesse. C'est frustrant ou motivant de se retrouver face à un tel phénomène? Frustrant non, parce que y a des champions, il y a les ultra champions et lui il fait partie de cette catégorie. C'est des Marcel, c'est des Herman, c'est des Baudet, c'est des gens qu'on se souviendra dans 50 ans. Ils sont en train de marquer l'histoire du ski. Moi je me dis que j'ai de la chance de courir en même temps que Marco, de voir aux premières loges vraiment quelqu'un marquer l'histoire de mon sport, et moi j'en suis reconnaissant. Et on lui dit à Marco, moi je lui dis bravo à chaque fois que je passe la ligne, j'ai l'impression. Je l'ai encore vu à Grand Montana ce week-end, je lui dis bravo. Je pense qu'il comprend bravo en français très très bien. Donc non, moi je pense que c'est pas frustrant. Ça va être peut-être frustrant pour les autres champions type Henrik ou Alexis qui ont vu éclore Marco d'une certaine manière et le voir dominer de cette façon. Je pense que pour eux c'est frustrant. Moi, jamais de la vie je me compare à lui. Je pense que je l'ai déjà battu dans ma carrière, oui c'est sûr, mais pas beaucoup de fois. Patrice, en tant que coach, quand on a quelqu'un comme ça, il est maintenant du coup le meilleur homme suisse en termes de podium sur la Coupe du Monde, le 7e en comparaison internationale. En tant que coach, qu'est-ce qu'on fait avec un athlète comme ça? Est-ce qu'on a encore des choses à lui dire? Il y a tout le temps des choses à dire. Je pense que cette équipe de Suisse, elle est assez phénoménale et je crois que les athlètes entre eux sont super interactifs. Moi, j'ai connu ça avec l'équipe de France il y a quelques années. Et on a vu que c'est une équipe qui était très soudée. Et là, les Suisses, cette équipe de descente, elle est juste merveilleuse. Après, je crois que lui, maintenant, il est dans une autre sphère. Parce qu'on le voit en géant cette année, il est quand même un peu moins dominateur que d'habitude. Il est en tête du général, il a très très mal commencé la saison, mais il ne s'excite pas. Et puis, je crois qu'il a beaucoup grandi. Souvent, sur les pistes difficiles, on a vraiment l'impression qu'il est toujours safe. Il est jamais en dessus des limites. Et c'est ce qui fait sa force, parce qu'il est encore super jeune, 28 ans. Je crois qu'il a encore une carrière qui est énorme, et s'il arrive à garder cette motivation, il peut marquer le sport, le ski alpin. Il l'aura déjà marqué en Suisse, mais il peut le marquer au niveau international en étant certainement le meilleur skieur de tous les temps. On l'a dit, Henrik Kristoffersen s'est également imposé lors du slalom. Loïc Meillard a échoué à 1 centième du podium. Est-ce qu'on peut dire, Patrice, que la course au globe de cristal est jouée, sachant que maintenant il y a 102 points d'écart entre Henrik Kristoffersen et Loïc Meillard? Il y a encore Clément Noël qui est entre deux à une 70aine de points. Ça risque d'être compliqué pour aller chercher le Norvégien? Quand on sait que Kristoffersen normalement ne sort jamais, donc il faudrait une grosse faute. Mais là, de toute façon, ça va se jouer entre Clément Noël et Kristoffersen. Il reste 2 slaloms. Mais moi, j'ai quand même Kristoffersen, c'est quand même un sacré gaillard, ça. Parce que c'est vrai qu'il a été souvent battu par Hirscher, maintenant il est souvent battu par Odermatt ou d'autres slalomers, mais c'est un gars qui lâche jamais rien. Je l'ai vu au championnat du monde, il n'était pas super heureux, puis on voit qu'avec son matériel, il doit énormément travailler pour que ça aille. Ça va très très bien sur les neiges un petit peu plus chaudes ou salées. Mais là, les démonstrations qu'il a fait à Kranjska Gora, c'est chapeau. Et c'est aussi un de ces coureurs qui marque l'histoire du ski, mais lui a énormément de deuxième place parce qu'il est tombé sur 2 cadors.
En termes de podium, justement, il est encore devant Marco Odermatt. On ne sait pas si ça va durer, on verra. Merci monsieur pour le retour sur ces courses du week-end. On va passer à la grosse actu de la semaine. On parle du ski français. En Suisse, le ski alpin est l'un des sports les plus populaires, avec le football, avec le hockey, avec la fête fédérale suisse et son lancer de Pierre Dunspunen. Mais qu'en est-il réellement en France? Blaise, on a l'impression que le ski alpin dans ton pays a du mal un peu à exister médiatiquement. C'est aussi le ressenti que tu as? Oui, c'est pas un ressenti, c'est vrai. Nous, on ne se compare pas aux autres nations, je pense, telles que la Suisse, l'Autriche ou même l'Allemagne, hein, pour le retombée médiatique du ski alpin. Après, nous, la différence avec vous, déjà principalement, c'est que les gens s'intéressent très peu au ski alpin de compétition. C'est un loisir qui est énormément pratiqué par beaucoup de Français, mais faut différencier le loisir et le compétitif. Et pour les gens, ils ne trouvent pas vraiment d'intérêt dans un sens. Et puis, la diffusion fait en sorte que nous, on ne passe pas sur la chaîne nationale, on passe sur des chaînes privées, sur Eurosport, qui est pas difficilement accessible, mais il faut savoir. Il faut préciser, hein, chez nous, c'est sur Eurosport et en public, en Suisse, mais pas en France. Okay. Voilà, nous, c'est sur une chaîne privée. Il faut un abonnement privé parallèle à Canal+, à tous ces trucs. Faut vraiment avoir envie de regarder. Alors après, je sais qu'en termes d'audience, on fait des super audiences sur les grosses courses. Les petites courses, c'est très difficile. Et on souffre aujourd'hui beaucoup de la comparaison avec le biathlon. Et pourquoi? Parce que le biathlon aujourd'hui dépend pas de la FIS, il dépend de l'IBU. Donc les droits télé sont pas les mêmes, sont beaucoup moins gourmands. On va dire que les libertés sont plus grandes aussi que celles imposées par la FIS. Et là, c'est sur une chaîne publique. Et ça passe sur une chaîne publique, l'équipe 21. Et il y a un format qui fait que c'est intéressant pour les gens, ça dure une vingtaine de minutes en général. Ils ont souvent des heures de prime time le soir à 17h. Et ils bénéficient de la vague des skieurs qui sont très très forts. Il y a eu le Martin Fourcade, il y a l'après Martin Fourcade où il y a une génération incroyable de gars et de filles qui sont très très forts. Donc nous on souffre un peu de ça et moi j'ai l'habitude de le voir de l'intérieur. Cette année j'ai vécu les championnats du monde de l'extérieur en étant blessé. C'est dur hein, pour nos athlètes et pour l'équipe je pense parce qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés même si on n'arrivait pas avec une équipe très très forte. Médiatiquement, pour les gars c'est dur, pour les filles j'en parle même pas, mais on va dire qu'on n'a pas bonne presse de l'extérieur et les Français sont très critiques, ça c'est pas nouveau, et encore plus sur un sport qui coûte de l'argent. Patrice, tu as longtemps travaillé en France, tu as eu le même ressenti? Oui, alors moi j'ai adoré, hein, j'ai passé 6 ans en France, hein, de 2009 à 2015, j'ai eu les mains libres hein, là-bas, je l'ai connu tout jeune. On avait, pour l'anecdote, hein, quand j'ai repris l'équipe de France de vitesse, on avait 3 places de départ en descente et 2 en super G, donc une toute petite équipe. On a fini la saison en faisant des bons choix, où on avait été chercher 8 et 9 places de départ. Et surtout, ce qu'on a réussi à faire, c'est intégrer les jeunes. Moi, je me rappelle, ils sont venus souvent sur les Coupes du Monde, où ils ont fait que les entraînements pour prendre de l'expérience, et puis après, ils ont grandi et ils sont devenus pratiquement la meilleure équipe de vitesse avec les Suisses sur certaines années. C'était vraiment une très très grande équipe de France. Après, on en parlera sûrement, mais c'est une équipe qui a eu une poisse incroyable, qui s'est serré les coudes. Mais je connais aucune autre équipe hein, qui est passée par tous où ils sont passés avec la mort de David Poisson le 13 novembre 2017 et après toutes ces blessures à répétition des meilleurs coureurs. Hein. On n'en a plus beaucoup parlé, mais Adrien Théo se blesse très gravement à l'entraînement à Cooper. On voit Pinturo qui vient sur la vitesse qui se blesse. Toi maintenant, Cyprien Sarrazin, Giromoine qui était certainement il venait de... Le meilleur, ouais. Il venait de, le meilleur des jeunes en tout cas. Ouais, le meilleur des jeunes. Il venait de faire podium à Kitzbühel, qui se blesse, qui se casse les deux genoux complètement. Et il y a eu toutes ces blessures. Et puis cette année, c'est presque un thriller, un film d'horreur. On y reviendra d'ailleurs. C'est presque un film d'horreur parce que chaque fois, et puis j'avais dit, les Français avaient super bien commencé la saison. Tu fais une 7e place à Biver, vous faites 7-8-9 il me semble à Biver. Et puis il y en a un qui sort à quelques portes de l'arrivée, il jouait le podium, clairement. Donc, et puis tout d'un coup, derrière, il y a un truc qui ne va pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs aussi qui ressortent sur une équipe qui, tout d'un coup, est décimée complètement. Puis il l'a dit, je crois qu'en France, c'est aussi très, très pénible. Nous, en Suisse, on a vraiment un peuple qui est derrière. Même quand ça ne va pas bien.
Comment est-ce qu'on explique ouais. ça? Parce qu'en France, justement, il y a plus de pistes de ski qu'en Suisse. Il y a 8000 km de pistes en France contre 7000 en Suisse. Comment est-ce qu'on explique justement ce décalage entre le sport de loisir et le sport de compétition? Je pense que c'est très culturel. Nous, on a eu des champions dans l'histoire du ski français. Évidemment, Kili, Luc Alphand, plus récemment, entre guillemets, Pinturo ces dernières années. Mais les gens ne se reconnaissent pas à travers ces athlètes et ces personnes. Et au contraire de la Suisse, où moi, à chaque fois encore plus cette année à Wengen, où tu traînes un peu en même temps qu'Odermatt dans le train, il n'y a pas une personne qui chante Audi, Audi, qui chante pas, je veux dire. Nous, je suis allé voir cette année, je suis allé voir le critérium de la première neige de la Val d'Isère. Pourtant, la piste est difficile, mais c'est une super organisation, c'est un super endroit et les gens sont pas trop là. Donc, moi, je pense que les gens ont du mal un peu à faire le lien et à comprendre aussi le sport qu'est le ski alpin. Les gens se rendent pas trop compte de la difficulté du sport, de l'exigence du sport et à quoi ça se joue. Je pense que, comme l'a dit Patrice, on est à un moment, on est à un tournant de notre sport et il faut qu'on évolue d'une certaine manière, tous, hein, pas que les petites nations, je parle de la FIS, je parle des grosses nations, où on tourne un peu en rond dans un sens. Mais c'est clair que nous, au niveau France, moi je vois bien quand tu regardes la télé en Suisse, ils prennent l'antenne 1 heure avant, ils la tiennent 1 heure avant. C'est le Nous, serpent qui se mord la queue Eurosport, après. ça Ouais. commence, ils y peuvent rien, c'est comme ça, hein, je leur jette pas la pierre, mais ça commence 2 minutes avant la première course. Et le 30e il passe, la course s'arrête. Pour vivre médiatiquement, en fait, vous n'avez que les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Ouais, je pense que, moi je suis pas le mieux placé pour en parler, mais par exemple, un Clément Noël, lui, il a une renommée nationale parce qu'il est champion olympique. Luc Alphand, parce qu'il a été bon à l'époque. Même, je pense récemment, en 2006, Antoine Denaria, qui est champion olympique de descente, il construit sa vie là-dessus, mais je veux dire, s'il avait été champion olympique de descente en Autriche, sa vie aurait été différente. Après, c'est comme ça, moi je ne peux pas comparer, c'est pas comparable. Les gens, ils aiment le ski dans votre pays, en Autriche. Nous, c'est différent. Je sais que pourtant, moi, on vient de stations, d'endroits où les gens devraient aimer le ski. Et même nous, moi, je le vois au sein de ma ville, de Chamonix, où on organise des Coupes du Monde. Et vous serez surpris du nombre de gens qui ne sont pas pour organiser des Coupes du Monde localement, qui ne voient pas d'intérêt. Beaucoup, énormément. Alors, on l'a dit, c'est un problème culturel, mais également peut-être de financement, hein. Tu parlais des moyens de la Fédération suisse de Swiss Ski par rapport à la FFS, Patrice. On devrait arriver à peut-être un système plus égalitaire où la FIS distribue davantage d'argent aux nations qui en ont moins. Comment tu verrais les choses? Oui, certainement. On le voit beaucoup dans les disciplines techniques, hein. Le niveau en slalom, par exemple, est tellement dense que le 30e peut gagner une manche. Il y a 30 ou 40 gars qui sont capables de faire des meilleurs temps de manche, suivant l'état de la piste. Et clairement, je crois qu'il faut trouver une solution. On en a parlé avec Michel Vion quand on était ici sur votre plateau, hein, quand on voit la Coupe du Monde, d'après moi, elle est bien vendue. Je ne vois pas de gros soucis, mais quand on voit la Coupe d'Europe, on l'avait dit, hein, maintenant le prize money est de 140 000 à pratiquement 1,5 million à Kitzbühel sur la Coupe du Monde, et il est de 2300 francs sur la Coupe d'Europe pour les 5 premiers. C'est juste risible. Et derrière, le problème, c'est qu'on perd énormément de jeunes, parce que le ski coûte cher, et il coûte cher longtemps. Et maintenant, un descendeur, il arrive à maturité à plus ou moins 30 ans. Et puis, je crois que même en Suisse, hein, on doit se battre pour que ces jeunes qui ont le niveau soient au moins payés comme des apprentis. Des apprentis, un maçon, un boucher et comme ça. Et là, pour l'instant, tout le monde doit se débrouiller. En France, c'est encore pire parce que un apprenti suisse ou un apprenti Ouais, français. non, mais vous avez en France, ils ont ce truc qui est quand même bien maintenant, c'est avec les douanes, avec l'armée, etc. Ça donne un petit peu plus de perspective, mais avec la Coupe du Monde, en réduisant toujours les quotas, on va droit dans le mur. Nous, on voit sur les Coupes d'Europe à Crans-Montana, les garçons font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, sur la Coupe du Monde, il y en a 1 ou 2 qui ont peut-être la chance de venir. Et puis, si on regarde bien les résultats cette année avec Alexis Monet, il ne faut pas oublier que normalement, il ne prenait pas le départ du Super G à Beaver Creek. Hein, il n'avait pas de place. Et puis maintenant, il finit la saison. Grâce à la blessure à Arnaud Boisset. Exactement, Arnaud Boisset se blesse. Lui, il a la place. Il se fait la place. Et après, derrière, Arnaud Boisset se blesse. Il va devoir revenir. Il va devoir reconquérir sa place. C'est un truc qui est pas super logique. Et on perd énormément de monde. En slalom chez les hommes, maintenant, on a 6 ou 7 gars qui avaient 23 points, des jeunes qui avaient entre 20 et 23 ans, qui ont arrêté de ski.
et on va le payer. C'est obligatoire. Blaise, comment ça se passe concrètement pour toi, financièrement? Est-ce que c'est dur d'aller chercher des sponsors pour vivre? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on va dire que nous, en France, bon, comme l'a dit Patrice, on a l'armée et les douanes qui est primordial dans un sens, qui nous assure, on a un salaire, en gros c'est des aides d'État plus ou moins transformées. Moi j'ai un salaire avec l'armée qui est qui est mon sponsor, pas principal, mais on va dire sur lequel je sais que je peux compter, qui sera là du moins pendant plusieurs années. Après, moi principalement, je suis sponsorisé par ma commune de Chamonix, qui est mon sponsor financier premier, et après c'est une variable en fonction de résultats principalement. C'est plus ça la différence, mais aujourd'hui j'ai 33 ans, on va dire que je gagne de l'argent grâce au ski, ça fait pas si longtemps que ça. C'est avant de faire un top 10 en Coupe du Monde, on gagne pas d'argent, plus ou moins. C'est ça la règle. Et aujourd'hui, pour avoir un financement de sa marque de ski, je pense qu'en Suisse c'est pareil, il faut être top 30 mondial. Top 30 mondial, Ça demande des sacrifices. avant d'être top 30 mondial, il y a Ouais. beaucoup de saisons Ouais. qui se passent. Ouais. Il y a beaucoup de saisons qui se passent. Donc moi, à mon époque, j'aime pas dire ça, mais il y a 15 ans, le ski ça coûtait moins cher déjà, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, si je devais faire la même chose, je coûterais 10 fois plus cher à mes parents. En Suisse, on dit, dès que tu passes junior, en gros, c'est minimum 30 000 francs. Il faut des c'est- bons sponsors, Voilà. les parents. Des bons parents, mais c'est des bons parents au début, c'est Pour- pas le sponsor, Justement. parce qu'on n'est pas intéressant. Justement, c'est eux On le n'est pas premier intéressant. sponsor c'est et pour il ça faut un qu'il faut soutien pas faire familial trop d'enfants, important. mais c'est vrai que c'est non, mais ces familles qui ont 3-4 gamins qui font du ski, d'un chapeau aux parents, Ouais. d'arriver à financer parce que c'est vraiment super lourd, vraiment. Mais c'est ce qu'expliquait Patrice, du coup, paradoxalement, on perd de plus en plus de jeunes. Il y a des jeunes qui ont le niveau et Mais qui n'ont pas les qui moyens. n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens malheureusement et qui se découragent et qui se disent pourquoi est-ce que j'irais pas perdre son temps, parce que bien sûr c'est un sport de passion avant tout, mais pourquoi j'irais dans cette voie sachant qu'on ne me garantit rien avant au minimum 10 ans. Et les futurs dermates, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Donc malheureusement c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui va créer aussi, encore plus que chez les Suisses malheureusement, un trou générationnel avec ceux qui arriveront après nous en fait. Et aujourd'hui, je vois pas trop, surtout que les Suisses prennent beaucoup de place, je vois pas trop comment on va réussir à relancer un cycle tout de suite. D'autant plus que la FFS, on l'a dit, hein, n'a pas les moyens de suivre. Alors ce qui est. après, oui, on a moins de moyens que la Suisse, c'est clair, parce que bon, nous, on est moins vendeurs qu'en Suisse, le ski alpin, c'est sûr. Après, je pense qu'en termes de moyens qu'on a, je pense que les résultats sont exceptionnels. Faut se dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on n'est plus un des grosses nations européennes du ski alpin en termes de budget. On ne fait clairement pas partie du top 3, voire pas du top 4. Et je pense que paradoxalement, les résultats sont là quand même. On a quand même des vainqueurs de Coupe du Monde, on a quand même des globes de cristaux, on a quand même des médailles olympiques. Donc je pense qu'il faut garder cette bonne dynamique. Il y a un savoir-faire français, c'est sûr. Il ne faut pas se contenter de ça, mais il y en a un. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des choses de la structure française qui sont à reprendre pour la Suisse aussi? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut être clair. Hein. L'arrivée d'Urs Lehmann en Suisse a fait beaucoup de bien, ça a amené beaucoup de stabilité. Je pense que c'est une chose aussi que les Français ont fait maintenant. Donc, il y a 2 ans, ils avaient pratiquement la meilleure équipe de vitesse au monde. Les blessures ont fait que c'est une année plus difficile. Il faut serrer les coudes, il faut continuer à y croire. L'année dernière, on était 7 Français au final de la Coupe du Monde à Svalbard en descente. Sur les 25. Plus que les Suisses. Ouais. Les Suisses Mais étaient 6. après, le ski, moi je le dis tout le temps en rigolant, c'est un tellement beau sport, mais c'est un sport de merde. Un vrai sport. Non, mais tu sais que si tu as un gamin qui fait de la compétition, il va passer 2-3 fois par l'hôpital. C'est un sport dangereux. Donc c'est difficile de trouver cette motivation et toutes ces images de blessures qu'on a vues ces dernières années, c'est compliqué à vendre. Après, je dis, moi, ce week-end, hier, on avait une course de gamins chez nous, que le Val d'Anivy. On avait 220 gamins au départ. Des U8, U10, U12, Ça monte à U14, popularité tu sais, ça montre que ça marche. On a énormément de monde qui veut, mais c'est un sport qui est extrêmement difficile. Je crois que si vous avez des enfants, peut-être les mettre à la natation. Il y a d'autres sports qui sont moins dangereux. Non, mais c'est vrai que c'est un sport qui est terriblement difficile. Bon, heureusement, on a aussi des belles images qui nous sont parvenues des mondiaux juniors, par exemple, qui se déroulent en ce moment à Tarvisio. Le skieur Bagnard qui a pris la 2e place du combiné alpin avec Jack Spencer, le skieur de Gstad. A noter que ce sont les Français qui ont dévancé les Suisses sur cette épreuve.
Patrice, déjà 6 médailles et 2 titres aux mondiaux juniors. Il y a de la relève quand même derrière chez les Suisses. Non, il y a de la relève. Ouais. On n'a pas de souci à avoir. Et on a certaines disciplines où il va falloir travailler un tout petit peu différemment. Mais par exemple, là, les Français ont aussi fait déjà pas mal de médailles sur ces championnats du monde junior. Il y a beaucoup Par de équipe nations. aussi. Ouais. Par équipe, mais c'est souvent on a chez les Italiens, chez les Français, des jeunes qui sont très très vite jeunes. Si on va voir les courses il y a des grands prix Pinocchio, Topolino, etc. Les Français, les Italiens sont extrêmement forts, mais je pense qu'ils poussent beaucoup plus fort dans les clubs très jeunes. Et puis après, malheureusement, la densité se perd. En Suisse, on est un petit peu plus patient. Et on a beaucoup d'athlètes qui arrivent un petit peu plus tard. Et c'est vrai que des jeunes, comme on voit chez les filles, là, Emma Escher, Coltouri, etc., normalement en Suisse, ça arrive avec 2 ou 3 ans de retard, mais c'est un petit peu plus solide. On parlait de la relève, il y a encore les anciens qui font de la résistance, à l'image de Victor Muffat Jandé qui s'est fait une belle remontée ce week-end lors du slalom de Krianska Gora. Il a terminé 6e, pas mal de pépins. Il a aussi un petit bonnet porte-bonheur. T'en as un comme ça, Blaise? Non, mais c'est pour dire que le lion n'est pas mort. C'est ça. Ah, bah justement, ça fait Il plaisir rugit de voir toujours, ça fait plaisir de voir des athlètes comme ça, après des années de galère, qui reviennent sur le devant de la scène. Ouais, c'est sûr que Totor, il est passé vraiment par des cases compliquées. Son accident à Zagreb en slalom, où il se fait mal dans des conditions terribles, sur une course qui était terrible. Qui va pas au bout. Hein. Qui va À pas au Zagreb, bout, on arrête d'ailleurs. après 7 à 8 Ouais, voilà, athlètes. ouais. C'est Et terrible. lui, il en a payé le prix. Après, il est revenu à cause du règlement qui a fait qu'il a perdu tous ses classements, tous ses statuts, et c'était dur. Et sa deuxième manche, bon, les conditions étaient aussi favorables, mais sa deuxième manche, elle est révélateur de son niveau, de son acharnement, parce que vraiment, c'est le mot. Et puis, je pense qu'il a mis toutes les choses dans le bon ordre et ça a payé. C'est bien. Comme l'a dit Patrice, le ski alpin, c'est dur, mais des fois, c'est quand même sympa. Il y en a d'autres qui, à 35 ans, par exemple Tommy Tumler, en début de saison, qui fait sa première victoire à 35 ans. Ça te donne de l'espoir aussi à toi, qu'à un âge un peu plus avancé, on peut encore monter sur le podium. Ouais, après moi je fais de la descente, donc j'ai cet argument pour me dire que j'ai plus de encore un temps. peu plus de temps. Et puis malheureusement pour nous et heureusement pour nous, il y a eu un certain Johan Claret qui est passé avant nous et qui nous fait comprendre à tout le monde que 40 ans c'est juste un nombre. Donc oui, après c'est sûr qu'aujourd'hui quand on voit la densité, mis à part Fragno et Alexis, c'est très trentenaire la descente, même si je pense que c'est en train de changer la génération. Mais à côté de ça, c'est quand même l'expérience parle d'elle-même. Et moi j'ai confiance en ça, j'espère là-dessus. Allez, on va passer une petite page de pub et on va revenir. On va parler de ta carrière jusqu'ici, Blaise. À tout de suite. Vivez local, banquet local. On se retrouve donc sur le plateau pour parler de Blaise Guizendaner. Blaise, tu t'es blessé cette année à Wengen, les ligaments croisés. Déjà, comment est-ce que ça va? Ça va, je suis à 6 semaines post-opératoire. J'ai été très bien pris en charge par le service d'Interlaken et de Air Glacier, ça il faut le dire. Et je suis à 6 semaines post-opératoire, donc croisé et 2 ménisques cassés. Un peu compliqué les ménisques à gérer, mais sinon ça va bien. Je suis mon rythme habituel non, mais classique de rééducation. On a l'impression que tu te blesses vraiment au mauvais moment. Tu montais en puissance, tu avais 2 top 10 cette saison. Ouais, non, c'est vrai. Après, bon, je pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais moments, mais c'est sûr que moi, je voyais la saison sereinement. Je commençais à m'installer dans ce classement du top 20 significatif de la descente. Je trouvais ma place. Après, de là, je pense qu'il me manquait encore un petit peu un truc pour aller chercher devant. Mais j'avais largement les moyens de jouer des top 10 tous les week-ends et je me sentais bien sur mes skis. Le matériel marchait bien. Après, voilà, les blessures, ça arrive jamais quand il faut. Là, paradoxalement, je suis même pas tombé. En plus, c'est mon genou qui a décidé autrement à Wengen. Donc,
dire que c'est comme ça, hein. Je pense que faut que je me prenne les choses sereinement et calmement pour préparer la saison prochaine qui s'annonce super. Patrice, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand même une sacrée poisse pour l'équipe de France. Cyprien Sarrazin, Alexis Pinturo, Saménil Alphand, Florian Loriot, pour ne citer qu'eux. Comment est-ce qu'on sort de cette spirale négative? En travaillant. Je crois qu'il n'y a pas de... Et c'est des grands travailleurs. Et je dis toujours, quand tu te blesses, normalement, tu reviens plus fort. Si tu fais tout correctement, parce que chaque année, à 33 ans, tu travailles un petit peu la même chose, tu dis ah, ça va marcher, puis là tout d'un coup avec une blessure, bah, tu dois tout remettre un petit peu en question. Et souvent, moi j'ai eu beaucoup avec Didier Cuche, avec des athlètes que j'ai eus, qui sont blessés, ils sont tout le temps revenus meilleurs parce qu'ils ont tout fait juste. Et je pense que c'est vraiment l'espoir d'arriver, de ne pas avoir de douleur et de pouvoir de nouveau s'entraîner correctement. Il faut avoir beaucoup de patience, mais cette rigueur dans le travail pour revenir, on sait qu'un croisé, c'est minimum 6 mois. Donc il ne faut pas essayer de brûler les étapes, il faut de nouveau être bien avec, avec ses genoux qui acceptent les tensions qu'il peut avoir lors des courses, mais normalement, les athlètes, en tout cas de ton âge, reviennent plus forts et encore plus solides mentalement. Ouais. En tout cas, cette équipe de France, elle est passée par tellement de choses que j'ai aucun doute qu'ils vont se relever avec des athlètes qui vont revenir de blessures, mais c'est une belle équipe. Justement, Blaise, comment on le vit de l'intérieur? On a l'impression qu'il y a le sort qui s'acharne depuis plusieurs saisons sur votre équipe. Ouais, moi j'étais le week-end dernier à Crans-Montana pour les courses. J'ai pu revoir l'équipe que j'avais quittée depuis Wengen et c'est sûr que j'avais beaucoup de contact avec eux, mais tout le monde est touché moralement. C'est dur pour tout le monde, hein. Adrei, Nils, Maxence, tous ces gars. Moi j'ai été à leur place. Quand tu vois tes copains un par un touchés au combat entre guillemets. C'est dur et je pense qu'il manque, parce que je trouve que le ski est là, les gars skient bien, Nils Allègre il skie très très bien, il lui manque juste ce petit truc en plus, et c'est des spirales, on le voit actuellement chez les Suisses. Je pense que si on met le schéma inverse chez les Suisses, je leur souhaite pas bien sûr, mais si on met le schéma inverse chez les Suisses, c'est complètement différent, la spirale c'est plus du tout la même, et c'est ce qui se passe chez nous. L'accident de Cyprien, il a été très très dur à vivre de l'intérieur pour nous. En plus, on en a su un peu plus par la suite, mais ça a marqué l'équipe, pas autant que nos accidents passés. Mais déjà, on a commencé la saison là-dessus, c'était très compliqué. Puis après, moi, je me blesse à Wengen, il y a Alexis qui se blesse à Kitzbühel, il y a Sam aussi qui tombe en même temps que moi la veille à Wengen. Derrière, il y a Nils Alphand qui tombe à Crans-Montana. Bon, c'est des accidents un petit peu moins graves entre guillemets, mais c'est toujours ça, c'est ça, plus ça, plus ça. Le moral des coachs, le moral des athlètes, le moral de tout le monde, c'est compliqué. Donc je pense qu'on va rebondir, on reviendra, on est une équipe très forte, on l'a montré les années passées. Une force de résilience. Voilà, on a une force de résilience, exactement. Et ça passe par des moments plus difficiles, mais je pense que ça en amènera d'autres qui seront plus beaux par la suite. Tu as mentionné, tu étais à Crans-Montana ce week-end. Ouais. Ça te fait plaisir quand même de suivre les courses de l'extérieur ou tu es du genre à même pas vouloir regarder? Non, moi j'adore ça, je suis un fanboy, j'ai regardé... J'ai l'image en tête. Non, je veux dire, j'ai regardé la semaine de Kitzbühel, toute la semaine de Kitzbühel dans mon canapé. C'était un peu dur parce que j'avais encore pas mal de douleurs, mais c'était frustrant aussi parce que c'est une course que j'adore. Mais à côté de ça, j'ai regardé tous les entraînements des championnats du monde jusqu'au Dossard 45 parce que il y a tout qui passait à la télé, j'avais que ça à faire. Mais c'est clair que de revivre un peu les émotions de l'intérieur, c'était important. Et pour moi, de venir à Crans-Montana, c'est la course clairement la plus proche de chez moi de toute l'année. Donc ça m'a fait plaisir. Et puis de voir un peu ce que c'est de l'autre côté, de voir Odermatt gagner de l'autre côté au lieu de le voir souvent du départ, c'est aussi sympa. Et je pense que les Suisses ont répondu présent. Il y a quand même il y a quelque chose qui se passe entre les Suisses et les Valaisans. J'ai pas trop compris, mais de quoi il parle? Non, j'ai pas trop compris, mais bon. Non, après c'était vraiment sympa et je pense que le show d'avion, le public, tout ça, c'était vraiment chouette. Puis tu as pu retrouver les potes de cette équipe de France, hein, on vous voit, mais vous êtes vraiment une équipe soudée. Ouais, c'est ce que je dis. C'est des gars avec qui je passe plus de 200 jours par an, donc vaut mieux que ça se passe bien. Je pense que ça se passe pas bien pour toutes les équipes aussi bien que la nôtre. Je sais pas pourquoi. Je sais que nous, ça nous l'a été reproché de temps en temps qu'il y a un peu trop d'affect et pas assez de hargne entre nous et qu'on se tire pas assez dessus à l'entraînement. Alors qu'au final, je pense que
Moi, je me suis servi des anciens avant, d'Adrien notamment, qui est toujours là. Mais on essaie de transmettre au maximum et je pense que c'est une émulation qui marche. On peut le voir exactement chez les Suisses, ce qui se passe entre Marco et Justin, par exemple. Je sais que Marco, il a beaucoup besoin de Justin quand il fait sa reconnaissance sur les courses. Et je pense que c'est important, c'est un sport individuel qu'on pratique en équipe. Moi, j'aime bien le rappeler. C'est clair que sur le résultat, c'est mon nom qui est marqué, c'est marqué France. Mais à côté de ça, quand c'est pas moi qui gagne et que c'est un autre, je serais quand même content. Je serais quand même content parce qu'au final, moi, je me bats que contre le chrono. Et si quelqu'un est meilleur que moi, il est meilleur que moi. Mais à côté de ça, si on peut tous s'aider pour qu'on aille tous plus vite, c'est aussi bénéfique. Patrice, en tant que coach, je crois que l'équipe de France avait l'habitude de partir même en vacances encore ensemble l'été. En tant que coach, est-ce qu'on profite de cette émulation de groupe, cette atmosphère, ou justement on aimerait des fois qu'ils aient un peu plus la niaque entre eux aussi? Non, je crois qu'ils sont tellement tous différents que moi j'ai eu des athlètes en Suisse qui étaient très individualistes, il n'y avait pratiquement rien qui les touchait. Hein. L'accident d'Albrecht en 2009, il est à l'hôpital, derrière ça gagne quand même avec des fagots, etc. Et la plupart des athlètes n'étaient pas tellement touchés du sort de son coéquipier, parce que c'était deux équipes différentes. Après, les Français, clairement, ils parlent tous la même langue. Ça aide déjà. Non, mais c'est vrai, en Suisse, on a les Suisses allemands, il y a les Romands, il y a les Valaisans, il y a tout. Non, non, mais et maintenant, on voit avec ces équipes de descente, ils ont une ambiance extraordinaire, mais un von Allmen ne fait pas la reconnaissance avec Audi parce que il sait qu'il n'a pas du tout les mêmes qualités. Et une ligne d'un Guizen Danner n'est pas la même ligne d'un Cyprien Sarrazin. C'est des ajustements à trouver, mais par contre, de céder, ça aide énormément. Et puis là, je crois que moi, je les ai connus en 2009, je les connaissais déjà avant, ils sont arrivés un petit peu plus tard, mais cette équipe, je crois que c'est important qu'ils restent soudés, parce que aussi, il y a les athlètes, c'est déjà terriblement dur, mais le staff, c'est incroyablement difficile de trouver les solutions. Moi, je connais très très bien, c'était mon assistant avant, Xavier Fournier, mais d'arriver à trouver les solutions pour ramener quelque chose là-dedans, c'est pas facile. Hein, et des fois, il faut peut-être un petit peu de renouveau pour avoir une autre vision du ski. Mais moi, j'ai toujours été impressionné. Et c'est une bande de potes. Je connais le physio qui est là depuis des années, Arnaud Sudre. C'est impressionnant. Mais je crois que dans une équipe, il faut une bonne ambiance, mais il faut aussi une saine rivalité. Parce que tant que tu gagnes comme ça gagne en Suisse maintenant, c'est assez facile de faire des théories. Mais j'ai quand même vu Marco Odermatt 2-3 fois légèrement agacé, entre autres à Salbach, au géant, à la descente. Et puis tu vois qu'à Kranjska-Gora, il passe, il est 2, et ça lui convient pas vraiment. Donc, Petit coup de bâton quand même. oui. Il faut des deux, mais je crois que le plus important, c'est le respect avec les autres. Et puis, quand tu arrives à t'aider, tu vas de toute façon plus vite. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulièrement fort en descente, justement, puisqu'on peut le dire, on risque sa vie à chaque descente? Oui, je pense que la notion de risque, elle est présente et elle fait en sorte qu'on est obligé de s'entraider et de se serrer les coudes. Je pense qu'on est arrivé, surtout nous, après l'accident de David, bien sûr, mais cette notion de risque, elle est présente et on en est tous conscients. Et je pense que si on part dans une atmosphère qui est pas saine, les hivers sont longs déjà. Les hivers sont suffisamment longs, donc on n'a pas besoin de se tirer dans les pattes. Je vais pas parler de personnes qui le font, hein. Mais je pense que notre relation fait en sorte que on arrive à décompresser sereinement, facilement, sans rester dans cette pression de la descente. Je veux dire, même quand on fait des stages en Amérique du Sud et qu'il n'y a pas la pression de la course, tous les jours on est à 120 à l'heure sur une piste, encore plus en Amérique du Sud où c'est un peu plus dangereux qu'ailleurs. On le sait qu'il y a des endroits où on se retrouve à l'arco ensemble et on fait là, il faut pas tomber. Il faut pas tomber. Et c'est juste ça, on est conscient des conséquences et quand on a tous pris quand on est tous dans le même état d'esprit, on arrive à
à surpasser certains problèmes en restant serein et conscient des risques. C'est ça aussi le plus important, parce qu'on dit souvent que les descendeurs, c'est des fous, c'est des machins. Non, non. Un descendeur, c'est quelqu'un qui calcule très bien ce qu'il fait, qui sait exactement ce qu'il fait. Alors, il le fait à une très grande vitesse, certes, mais il va pas, justement, à 120 à l'heure, on va pas se permettre de mettre le petit doigt dehors, quoi. On reste vraiment dans ce qu'on sait faire. Tu parles de prise de risque. L'un de tes plus beaux succès, c'est ce podium à Kitzbühel. Ça reste le meilleur moment de ta carrière. Oui, ouais, c'est clair. Après, vu que j'ai qu'un seul podium en Coupe du Monde, c'est difficile de Ouais, comparer. difficile à choisir. C'est difficile à choisir, mais oui, je pense. Après, moi, comme je dis, c'est un endroit que j'adore et je pense que pas que j'échangerais ce podium contre un autre monde, bien sûr, mais d'avoir fait ça là-bas, si à la fin de ma carrière, j'arrêterais en faisant qu'un seul podium en Coupe du Monde, je suis content qu'il soit là-bas. Avec Yo Clary en plus. En plus avec Yo, équipe 2 qui avait gagné, Skill 2 aussi, c'est un gars qui a beaucoup skié avec moi en Coupe d'Europe dans les années jeunes et pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc vraiment partager ce podium avec ces deux personnes et surtout avec Yo, c'était vraiment un moment assez inoubliable, hein. Après malheureusement, chaque fois que je retourne là-bas tous les ans et que je vois le folklore qu'il y a autour de cette course, moi c'était en 2022 et 2022 dit Covid. Voilà. Et donc pas tout l'after qui va avec, mais bon, c'est comme ça. Tu n'as pas servi des bières au Londonner Je du suis coup? pas allé au Londonner, j'ai pas fait le malheureusement. gala, Il faudra la refaire alors. je suis retourné au Londonner Tu le non. feras. mais dans d'autres circonstances. Patrice, toi tu as découvert Blaise quand il a justement fait ses débuts en équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeune chamoignard qui arrive sur la Coupe du Monde? Alors, ça fait longtemps. Donc, non, mais ce qui était important quand j'étais en France, c'est que c'est clair, j'avais un autre œil, j'avais une autre mentalité. Et la seule chose, j'ai dit, mais avec aussi peu de place de départ, il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on remette. Parce que les Français étaient plutôt géants, slalom, pas tellement intéressés vraiment à la vitesse. Et je vous rappelle, au tout début, comme ils m'ont laissé faire ce que je voulais, j'avais fait donner des places un petit peu à tout le monde pour faire un camp d'été sur la vitesse. Et la Savoie, Pascal Sylvestre m'avait envoyé, il me téléphonait, ah mais j'en ai 25, je peux envoyer combien? Je dis, mais t'as envoyé les 25, et puis bref. Ouais, et eux, ils sont arrivés comme ça, un petit peu dans la vitesse. Et c'est ce qui a fait que cette équipe de France a grandi après assez rapidement, parce que c'est vrai que moi, la première course, je me rappelle, il y avait Yo, il y avait Adri, et puis il y avait Dalsin. Ouais, Dalsin, ouais. Ouais. Et ils étaient 4, et il n'y avaient- en avait que 3 qui avaient une place. Je Et puis pense Super G, à un moment, ils Ouais. sont descendus à 2 quotas. Ouais. ouais, 3 et 2. C'est ça qui t'avait aussi empêché de rentrer dans les cadres, hein, parce que t'as failli jamais Alors, avoir de carrière du tout. Ouais, moi j'ai eu une carrière un peu compliquée. J'ai pas eu le chemin rectiligne que peut avoir un Alexis par exemple qui a réussi tout ce qu'il a fait quand il était jeune. Mais moi j'ai fait un peu des allers-retours dans les groupes jeunes, les groupes régionaux. Et puis après je me suis blessé dans ma dernière année junior et j'avais pas vraiment la flamme en moi qui me donnait envie de faire du ski. Mon club des sports m'a soutenu une année. Vraiment où j'étais hors cadre, j'étais hors de tous les cadres. Je skiais pour mon ski club en fait. Et à partir de là, j'ai retrouvé un peu l'intérêt, vu que j'ai travaillé tout seul, j'ai retrouvé l'intérêt un peu du sport et vraiment, ça m'a fait grandir moi-même. Et puis après, je suis devenu une autre personne après ça, c'est sûr. J'ai réintégré les groupes régionaux directement après les groupes fédéraux. Je ne suis pas resté longtemps en groupe B, grâce notamment à la politique de Patrice, où toute ma génération, les Giromoine, les Musatons, les Brice Roger, Nico Raffort aussi à l'époque, où on était tous groupes de 22, 23, 24 ans, on avait accès à la Coupe du Monde, pas facilement, c'est pas le mot, mais on avait accès à la Coupe du Monde et surtout on avait accès à l'entraînement avec les gars. Et je pense que dans nos disciplines, c'est primordial d'avoir des références à l'entraînement. Nous, à l'époque, je m'entraînais, il y avait Yo, il y avait David, il y avait Adri, il y avait Gus, c'était des gars qui skiaient tous dans le top 30 mondial, donc ça nous a servi et ça fait une espèce de double émulation où nous on se servait d'eux, de leur expérience et eux se servaient de notre fougue et aussi un petit rappel à l'ordre du style il y a 5 jeunes qui arrivent, Je dois y aller. si vous voulez rester là il faut quand même un peu se bouger, donc c'est aussi ça, donc moi je suis content de ma carrière et aujourd'hui je changerai pas grand chose je pense. Tu as bien fait de persévérer justement. 10 top 10 à ton actif, une 4e place au jeu à Pyeongchang, pas passé loin du podium. Hein, Ouais, vraiment avec un gros numéro. À cause de Beat Feuz. à cause. Beat Feuz qui m'a sorti du podium. Pourquoi il fait podium en Super G? C'est vrai, hein. on l'attendait en descente. Ouais. Super G Lui aussi s'attendait en descente. à Pyeongchang. Tout le monde a été surpris. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas,
Tu as des origines saint-galloises. Je suis d'origine saint-galloise. Mon allemand est pas génial, mais je vais pas vous faire de l'allemand maintenant. Ça serait... Non. Mais Puisque tu le mentionnes. Voilà. Tu sais quelques mots quand même? Ouais, un petit peu quand même, mais non. Alors explique-nous un peu tes origines, hein, parce que t'es un melting pot. Alors ouais, je suis originaire de Chamonix. Je suis né à Chamonix, j'ai grandi à Chamonix. Mon père est donc d'origine suisse, mais il est français. La famille est française depuis 2 générations de mon grand-père. Après, mon arrière-grand-père est suisse. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne les ai pas. Mais oui, je suis d'origine suisse. J'ai un passeport suisse. Ça a toujours tenu à cœur à mes parents que j'ai encore mes passeports des autres nationalités parce que ma mère est anglaise, elle est londonienne. Ma mère, elle a fait un peu de ski universitaire quand elle était jeune. Et mon grand-père était à l'ambassade de France à Paris, de l'Angleterre. Et donc... Voilà, je suis pas une grande famille de skieurs, mais un petit peu quand même. Sacré pédigré. Ouais. Skier pour la Suisse, ça n'a jamais été une idée. Alors non, l'Angleterre oui, mais la Suisse non. Je pense pas qu'ils aient besoin de moi finalement. Je pense que même si je pense que je remplirai quand même certains quotas, il y a déjà suffisamment de concurrence en France. J'ai pas besoin de me rajouter ça. Non, la Suisse a pas besoin de moi. Mais les Anglais, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu des contacts avec eux, ouais. Mais tu serais pas devenu descendeur? Si, je sais pas. Peut-être. Mais c'est pas si simple que ça, le ski anglais. C'est pas si simple que ça. Ils ont d'autres problèmes à leur niveau. Mais non, je pense que je suis très content. Je suis très fier d'être français aujourd'hui, de représenter mon pays. C'est clair que j'ai cette particularité d'avoir 3 passeports, mais à côté de ça, je changerai rien de ce que j'ai fait avant. L'année prochaine, on a de nouveau les Jeux Olympiques. Ensuite, on aura les mondiaux ici à Crans-Montana. Quels sont tes objectifs pour ton retour de blessure? Alors, comme je l'ai dit, j'ai 33 ans. Moi, c'est ma première vraie blessure. Je m'étais déjà fait mal au genou en 2017, juste avant les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Mais c'était pas le même cas de figure. J'avais fait une rupture partielle du croisé et mon genou était stable. Le chirurgien avait pris le choix de ne pas m'opérer en vue des Jeux Olympiques. Et par contre, il m'avait dit, c'est drôle parce que c'est la même personne qui m'a opéré là au mois de janvier, il m'a dit, par contre, un jour, ton genou cassera. Ah. Et je l'ai revu là et il m'a dit, c'est le même genou. J'ai fait oui, il m'a dit, je te l'avais dit. Ah. Donc j'arrive un peu dans une inconnue parce que c'est ma première opération, c'est ma première blessure grave, donc je sais pas trop. Je veux dire, quand je vois les autres gars de mon équipe, c'est pas facile. L'après est pas facile, donc c'est quelque chose que j'essaie de me projeter. Comme l'a dit Patrice, je vais faire un pas en arrière, j'espère en faire 2 en avant, parce que je vais travailler différemment. Ça fait depuis 2012 que je suis en Coupe du Monde et c'est la première fois que mon été va se passer comme ça. Donc je suis un peu dans l'inconnu, même si le travail sera plus intense dans un sens. Après, les deadlines sont là, hein, les courses sont là. C'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui me donne envie. J'ai participé en 2022, en 2018, qui étaient les 2 fois en Asie. Ça me donne envie de faire des Jeux en Europe. Des vrais jeux. Des vrais jeux, même si Pékin c'était bien. Pékin c'était bien. Hein. Je pense que malheureusement ils n'ont pas eu de chance avec le Covid, mais ça aurait été bien. Je pense que ça aurait été bien. Mais à côté de ça, c'est sûr que c'est pas la même ferveur en Europe, quoi. Donc j'étais déjà très très déçu d'avoir loupé des mondiaux en Autriche parce que ça avait l'air vraiment incroyable à la télé. Et là, il y a 2 belles années qui arrivent avec les Jeux et les mondiaux de Crans-Montana. Crans-Montana, c'est comme je l'ai dit, c'est le plus proche de chez moi. Je crois que tout en haut, on voit bien le Mont Blanc d'ailleurs de tout là-haut, non? Ouais. Oui, donc ça fait toujours plaisir. Donc c'est un petit signe. Donc, malheureusement, j'ai loupé le test event cette année. Il y aura des super G a priori l'année prochaine, parce que vous n'avez pas les finales, c'est ça, non? C'est sûr qu'il n'y a pas les finales. Ouais, c'est un peu tard. Le programme, il est encore pas fixe. Non, mais c'est un double week-end avec les filles et les garçons. Donc déjà reskier la piste à ce moment-là, ça sera bien pour les mondiaux. Puis c'est sûr qu'on vit pour les Coupes du Monde, mais les grands événements ont aussi une saveur particulière. Même si on a cet avantage, nous dans le ski alpin, que les Coupes du Monde ont une énorme importance. Il y aura encore Kitzbühel l'année prochaine, l'année d'après et l'année d'après. Donc il y a ça aussi. Faut pas se formaliser sur les mondiaux et les Jeux Olympiques. Je crois que Sophie a des questions pour toi pour terminer cette. On a l'habitude de terminer avec des questions du tac où tu dois répondre du tac au tac. Alors, descente ou super G? Descente, tous les jours. FIFA, manette à la main ou vallée blanche, ski au pied? FIFA. Oh, ouais. J'aurais pas pensé. Ouais. La verte des ouches ou la Streif? La Streif. Oh. Fondue savoyarde, rösti ou fish and chips? Fondue savoyarde. Et puis la précision de Clément Noël ou la folie de Marco Odermatt? Ouais, c'est dur. Les deux, ça serait bien, mais je pense la folie de Marco. Ouais. Même si la précision de Clément, elle est incroyable, la folie de Marco.
Il faudrait le mix. Ouais, j'aimerais bien réussir à skier avec mon pied comme ça, mais je sais pas comment il fait. Et on a une dernière question. C'est de quelqu'un que tu connais probablement. D'un journaliste français que tu as côtoyé sur le circuit. Salut Blaise, bah déjà, prompt rétablissement, on espère pour toi. Une petite question, je crois savoir que tu es un grand fan de U2. Est-ce que tu pourrais nous chanter sur le plateau un petit morceau, With or Without You? Alors ça c'est comme mon allemand. On n'a pas eu l'allemand, on veut du YouTube. Non, je ferai pas du YouTube. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Mais c'est vrai que tu es un grand fan. Je suis un grand fan de YouTube, ouais, entre autres. Mais oui. Vous écoutez aussi Michel Sardou, paraît-il, dans l'équipe de Alors France. ça, c'est Valou, ça. C'est Valentin qui est très fan de Michel Sardou. Les lacs du Connemara, c'est comment dire, c'est fin de soirée. C'est un drôle de mix, quand même. C'est un drôle de... Ouais. Mais bon, ça marche toujours bien. On n'est jamais déçus. Bon, on remercie Stéphane Collet de l'équipe qui t'a posé cette question. Question Joker. Question Joker. Ouais, Dommage, bon, tes malheureusement. vocalises, on les entendra une prochaine fois, Non, peut-être. Je vous épargne En ça. après-ski. En après-ski, peut-être. En allemand, peut-être. Ah, le rendez-vous est pris. À propos d'après-ski, justement, et à propos de Kitzbühel tout à l'heure, on va se quitter en musique avec une chanson qu'il a choisie, qui vous rappellera le mix des deux, l'après-ski et Kitzbühel. On vous dit un grand merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci Patrice, merci Blaise, bon rétablissement à toi. Merci. Et c'est au son donc de Ora di Gams que les amateurs de Schlager connaissent évidemment. Qu'on se quitte, n'oubliez pas la tournée en piste du Nouvelliste, ça sera à Verbier-Latsuma ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci, tchuss. Ciao. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net Plus. Ski Valais. Et les banques Raiffeisen du Valais roman.